Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de terrorisme, d'attentats, nous allons parler d'écriture, de défense des consommateurs, de consommation, de bénévolat et aussi d'engagement citoyen. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Femme, et je dis Annie des mal femme, et puis moi, comme d'habitude, me direz-vous, à ma droite, il y a Denise Marie. Madame Marie, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Ça va bien, Denise? Très bien. Et puis, contente d'être à cette émission, femme. Ça pas, ouais, femme. Ça n'a pas été facile, hein, on s'est un petit peu couru après, mais on est là ensemble, c'est génial. Et avec nous, il y a un autre malfemme, Madame Arlette Bravo-Prudent. Comment ça va, Arlette? Très bien. Super. Super. En plus, Bon, on va passer 52 minutes, à mon avis, au bijoule. Qu'est-ce que vous en dites? Et alors, ça commence toujours de la même façon. Je vous laisse la parole pour une présentation. Denise, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord, je me présente, Denise Marie. Je suis d'abord enseignante. J'étais professeure de collège, collège de Dillon, où j'ai exercé pendant 29 ans jusqu'à ma retraite. Mais en même temps, j'ai été présidente d'une association qui n'est pas l'association des consommateurs, présidente de l'Humanité solidaire. Ah, d'accord. L'Humanité solidaire, c'est une section mutualiste de la Martinique qui a exercé pendant plus de 60 ans et qui continue toujours, mais qui a été englobée par une autre mutuelle qui s'appelle Margaïa, mutuelle de la Guadeloupe. Et puis, pendant ce temps, j'ai été également conseillère municipale pendant 25 ans. C'est vrai. Après, j'ai eu le poste de premier adjoint au maire en ce temps-là. C'était où, c'est où? Et au Diamant, qui est ma commune d'origine. D'accord. Puisque je suis née en dessous du Mont-de-l'Archer, à Lens-Cafard, dans un petit quartier, un petit hameau de la ville du Diamant. Et bon, j'ai exercé là en tant que adjoint au maire et en tant qu'enseignante, puisque tu enseignais quoi au collège? Je suis enseignante et au collège, j'ai eu le grand bonheur d'enseigner l'anglais que tous mes élèves ont adoré. Ils ont adoré non seulement la langue, mais aussi le professeur. Dites-le très modestement. Eh oui, c'est Denise, voilà. Ça, je peux le dire. Et certains petits de l'Espérance arrivaient le matin en disant « Mrs. Marie, can I kiss you ?» J'ai dit « Non, you can't, puisque je suis le professeur. Il ne faut pas m'embrasser, ils veulent tous m'embrasser. » À la fin, tu les as laissés t'embrasser. Non, il fallait apprendre aux élèves. Il y a une distance entre le professeur qui dispense un enseignement et puis les élèves qui arrivent à l'école. Mais saluer leur professeur, c'était une chose. Et puis tu as incarné, tu as fait tout ça, mais tu as incarné aussi, jusqu'à une époque très récente, l'association départementale des consommateurs de Martinique. Tout à fait. Voilà, c'est une des associations de défense des consommateurs. Alors, association de défense des consommateurs, j'ai rejoint une association qui existait. J'ai été d'abord vice-présidente et en 92, on m'a demandé d'assurer la présidence. Et de 92 jusqu'à très récemment, j'ai assuré cette présidence. Mais j'ai eu le grand bonheur de rencontrer des hommes et des femmes qui parfois manifestaient leur désir de réclamations, les réclamations, et qui avaient aussi des litiges en matière de consommation. C'est important parce que il faut qu'on comprenne le comportement précisément, à la fois de ceux qui s'engagent comme toi, bénévolat, mais aussi de ceux qui réclament. Qu'est-ce qu'ils réclament et quelle est la situation de la consommation? Aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. On va venir à ça. On va laisser Arlette. Et à mon avis, vous avez des points communs. She speaks English and you speak English also. Donc, on va laisser Arlette. Arlette, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien, écoute, je suis un peu intimidée, là. Le CV, conseillère municipale, premier adjoint du maire, Humanité solidaire, association des consommateurs,
enseignante au collège. Mais toi, le tien, excuse-moi, hein, Non. il fait 2 pages. Aussi, il fait 2 pages, le tien, n'est-ce pas? Vas-y. Oh, non, je vais faire très simplement. Bon, j'ai été effectivement enseignante d'anglais, tant dans le secodaire que dans le supérieur, aussi au niveau de l'université. J'ai été aussi chargée de mission au niveau des collectivités locales, conseil régional, conseil général, et aussi maire, la mairie, exactement la mairie du François. J'ai mené quelques projets importants. J'étais aussi consultante, directrice des études, entre autres des projets de développement, à la fois dans le domaine de la coopération. Et puis, je me suis reconvertie en chargée de mission coopération dans un établissement de santé. Et puis, j'ai retrouvé un petit peu un de mes centres d'intérêt qui était le droit administratif. Et je suis en ce moment conseillère juridique d'un établissement public. Voilà. Donc, il y a vraiment un intérêt pour les langues, puisque tu as une maîtrise de langues étrangères appliquées anglais-espagnol, donc spécialité droit administratif traduction. Donc, tu as eu un DESS correspondant de presse en pays anglophone, Université Paris 3 Nouvelle-Sorbonne. Donc, vraiment, la coopération, la Caraïbe insulaire t'intéresse, les langues t'intéressent. Et puis, tu as été élue comme Denise. Oui, j'étais élue, j'ai été adjointe en 2014 pour la mandature de 2014-2020, 8e adjointe. Pas la première. Où est-ce à Chelcher. Voilà. Et j'étais aussi à la CACEM en tant que conseiller communautaire. En charge de l'économie. Voilà, questions de développement, effectivement. Et puis à la CACEM aussi, en charge des questions de développement. Et puis cette mandature, je suis conseillère municipale. Mais Arlette a dit une chose qui me touche de près. Elle a parlé de santé également. Elle a dit au niveau de la santé. Eh bien, j'ai reçu du ministère de la Santé, un agrément santé au sein de mon association de consommateurs en 2007 puis en 2015. Et à ce titre-là, je suis au conseil de surveillance du CHUM et je suis également membre de l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes des accidents médicaux et iatrogènes. Alors, j'ai une question pour vous deux. Alors, et puis Arlette, on va y venir aussi. Arlette est auteure. Arlette a écrit 3 ouvrages, donc j'ai le dernier, Vie explosée, dont on va parler dans la deuxième partie. Mais tu as écrit Le président, le bleu vous va si bien. Donc c'est, comment dire, comment on qualifie? C'est un roman pamphlet. Ça ressemble à un pamphlet, voilà, un pamphlet satirique, un peu acerbe, mais c'est un ovni, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un ouvrage comme ça. Ça parle du temps où tu étais aux côtés de Claude Lise, le président du Conseil général. Tu as travaillé sur des projets extrêmement importants comme le rapport Tamaya-Lise en 1999. Et ce livre, il y a une liberté de ton. J'ai jamais vu ça, en fait. En tout cas, en Martinique, cette liberté de ton qui est utilisée pour parler d'hommes politiques actuellement en exercice, mais c'est incroyable, c'est insolent même. Oui, moi je crois que j'ai un brin d'insolence, mais enfin j'ai essayé de présenter une photographie de la situation politique, non seulement en Martinique, en fait des intrigues politiques et des manifestations politiques de nos représentants politiques, non seulement en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Tout simplement parce que j'ai eu le bonheur et la chance, et c'est grâce au président de l'époque, Claude Lise, de participer à cette fameuse mission Lise Tamaya, qui avait pour objectif de dresser un état des lieux et faire des propositions pour sortir la Martinique de Et vous étiez rencontrés, je crois, dans ce cadre. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avions rencontré toutes les associations, tous les partis politiques, tous les partenaires actifs en matière de développement, tous les partenaires institutionnels, et le président Lise ainsi que le député Tamaya de La Réunion avaient un rapport à faire, et ce rapport a donné lieu à des préconisations 132 ou 131, et ces préconisations, il y a certaines, beaucoup sont en l'état de préconisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression on a fait. Et toi, tu es une bonne observatrice, précisément, des équipes qui passent, puisque ça fait 32, tu es resté 32 ans, non? Non seulement les équipes qui passent, mais je dirais également, puisque tu as présenté l'ouvrage
qu'a écrit Arlette. Et j'ai trouvé ça extraordinaire pour présenter. Elle a dit elle a venu donner une photographie de la vie du politique. Mais moi, j'ai donné une photographie au diamant sur les survivances de l'immigration africaine dans une commune du Sud. Et cette survivance a permis que maintenant, beaucoup de personnes se réclament en disant, bon, je suis africain, mais du temps où je l'ai écrit, en 1978, eh bien, j'avais été presque une bannie du diamant parce que les gens disaient, mon Dieu, Mademoiselle Noé, on m'appelait, je ne m'appelais pas encore Madame Marie, Mademoiselle Noé osait écrire que nous avons sorti, nous c'est des Congo. Et il revenait du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, etc. Et j'avais vu avec l'abbé David, qui était un érudit en histoire en Martinique, c'était un prêtre, et qui a exercé pendant plus de 30 ans au diamant, et j'avais feuilleté les registres paroissiaux de l'époque, et j'avais pu relever que 62 familles portaient des noms africains au diamant, tous étaient réfugiés dans une partie qui s'appelle le Morne l'Afrique. Et ils ont demandé de faire disparaître cette inscription au diamant pour ne plus parler du Morne l'Afrique. Alors que maintenant, je vois des films ont été faits et puis on présente l'Africain, etc. J'ai dit, mais j'avais eu raison. Mais heureusement que M. Nemo, qui était au CRDP de la Martinique, il m'avait demandé de venir en conférence publique avec Mario Mattioni, qui avait fait des fouilles au diamant à Dizac, et également Jacques Petit-Jean-Auger, qui était un grand historien, et M. Tevenet. Ils m'ont dit, on va aller présenter ça en télévision, les survivances de l'immigration. Mais je ne connaissais pas ton livre, je ne connaissais pas. Alors, juste, je voudrais quand même témoigner, c'était la question en fait, témoigner de votre engagement, parce qu'en fait, vous avez fait, on a vu très rapidement tout ce que vous avez fait. Vous êtes inarrêtable, mesdames, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Pourquoi cet engagement, finalement, citoyen, recherche, pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui te pousse, Eh bien, je vais te dire. Denise. L'homme, je dis, bon, face à moi, il y a un homme, il y a un prochain. Et à celui-là, je voudrais... on parle d'amour du prochain. J'ai dit, je ne peux pas dire amour, le mot amour qui est vide, le mot solidarité qui est vide, mais je fais des actions qui permettent justement de traduire cet amour, de traduire cette solidarité. Et c'est pour ces raisons-là que je fais pour eux. J'essaie de les aider, j'essaie de répondre à leurs demandes. Parce que les gens, parfois, sont toujours en demande. Et pour aller à la commission de surendettement, ils me disent, Madame Marie, qui ça m'a fait? Qui m'a arrivé? Je ne peux pas arriver à joindre les deux bouts, de manière moyenne, etc. Je leur dis, mais non, Denise Marie, va prendre ça en charge parce que je suis commissaire à l'IEDOM. Combien, alors, les gens qui viennent te voir, qui venaient te voir, c'était quoi? Des surendettements? Pas forcément les surendettements. C'était quoi? Tous les problèmes liés à la consommation. Je vais donner des problèmes. Je reçois, par exemple, une facture d'électricité. Et j'estime que c'est une facture qui est vraiment par rapport à ma consommation. Je dis que cette facture est vraiment trop élevée. Madame Marie, regarde, une facture d'eau, une facture d'électricité. Donc, je devais intervenir au niveau du distributeur, du fournisseur d'eau, d'électricité, etc. Pour ces personnes, pour leur dire, attention, est-ce qu'on n'a pas eu la métro lourde ou bien le stylo n'a pas glissé sur les quantités? Parce que les consommateurs, parfois, avaient des difficultés. La preuve, c'est qu'on a mis en place des lois, la loi Boîte qui permettait de diminuer la consommation sans pour cela arrêter le robinet. Alors, je reviens à... le bleu te va, président, attends, excuse-moi, président, le bleu te va. Tu vois, j'ai du mal, hein, président, le bleu te va bien. Alors, c'est embêtant parce qu'il manque donc le, quoi. Président, bleu. Voilà, ou bien monsieur le président. Président, le bleu te va bien. Parce que les gens au cabinet, les gens au conseil général appelaient Claude Lise président. On ne dit pas monsieur le président. On ne dit pas le président, on dit président. Voilà, président. Comment ça, pourquoi? Alors, il faut que je puisse remettre ce livre dans son contexte. Alors c'est vrai que j'ai eu, je dirais, le bonheur, franchement, de servir au cabinet de Claude Lise. Et je suis une observatrice de par ma formation. Je suis universitaire, j'aime beaucoup, je fais de la recherche, regarder, chercher. Observer et puis m'appuyer sur des faits. Alors j'avais été frappée par cette cour qui existait, où on l'appelait président. Donc le déterminant. Voilà. Tout simplement parce que
il arrivait souvent avec un costume bleu. Hein, ça passait très bien dans les médias. C'était le conseil qui lui avait été donné. Donc, bleu clair, un peu bleu foncé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il répondait toujours. Il avait toujours l'air surpris. Parce que tous les matins, on le lui disait. Et lui, il répondait immanquablement « Ah bon, vous trouvez ?» Et c'est vrai que c'est un homme d'une grande élégance hein, et très courtois. Et j'avais été frappée par ça parce que c'était le rituel. Le rituel quand il arrivait, donc on appelait tous les autres collaborateurs et les collaborateurs devaient se précipiter en haut de l'escalier. C'est le système de cours, quoi. Oui, c'était un peu le système de cours. Et sa femme, ma cousine, savait bien le vêtir. Oui, mais là, c'était donc la cour qui disait « Président, tu es beau, quoi. Le bleu te va bien. » Et c'était donc sa réponse. Et un jour, en discutant avec des amis, cette idée m'est venue, c'est ça que je dis, autour d'un verre. Je me souviens, nous étions deux amis. Nous étions à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et on discute de cette relation un peu particulière au sein de cette institution. Et je raconte cette anecdote et bon, l'ami en question avait lui-même été directeur de cabinet et il n'était pas étonné. Et donc, et c'est comme ça que cette idée m'est venue, mais sans l'avoir exprimée. Non, mais ça traduit bien globalement dans le système français ce que certains considèrent comme une espèce de monarchie républicaine, en fait. On dit qu'on a coupé la tête des nobles en 1789, mais on continue à célébrer la monarchie avec cette déférence, monsieur le président. Alors, quand même, je ne sais plus, je n'ai pas noté la page, mais il y a cette confession-là que tu racontes. C'est ainsi que président présidait et que son cabinet suivait tant il est véritable que c'était un homme attachant qui choisissait de travailler avec, je cite, des gens qui sont passionnés de moi. Donc c'est lui qui dit ça. Oui. M'avait-il un jour livré? Alors je lui avais rétorqué, je m'attache plutôt à des idées et non à des hommes, monsieur le président. Il avait souri en hochant la tête en guise d'admiration pour cette insolence. Il dit des gens qui sont passionnés de moi. Oui, j'avoue avoir été frappée. Alors c'est vrai que ma nature, je suis un peu comme ça. Je ne m'attache pas à des gens. Mais à des idées. Mais à des idées, à des valeurs. Oui. Mais je pense que son petit sourire en disait long. Oui. En tout cas, quand tu dis ça, parlant de Claude Lise, qui à mon avis donc est suffisamment courtois pour quand il a lu le livre, il t'en a fait reproche. C'est une longue histoire parce que j'ai écrit ce livre. C'était quand est-ce que tu l'as sorti? 2017. Oui. Voilà, j'ai écrit ce livre en 2017 et parce que j'estimais, je n'étais plus au conseil général. C'est moi qui j'avais donc démissionné de ce conseil général. Et je trouvais que Claudine est un personnage extraordinaire parce que je trouve qu'il est particulièrement rusé, malin. Oui. Parce que pour être tous les 3 ans, pour se retrouver devant une élection et pendant 23 ans, je me souviens plus, mais passer comme ça, tout, alors à travers les gouttes. Il a eu une petite traversée du désert, mais du désert, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. En termes de longévité, on a rarement vu tous les 3 ans, et en plus, ce ne sont pas des élections directes. C'est pas le peuple qui le met là, ce sont ses pairs, ce sont d'autres élus. Donc, il faut avoir une imagination, il faut avoir une science de l'humain aussi. Une science à la fois de l'humain, de la négociation, ce microcosme de la tactique politique. Il faut être fin, tacticien et politicien. Et je pense que pour moi, c'est l'un des plus grands en termes de tactique politique. Tu es d'accord, Denise? Je suis d'accord. Je dis que l'homme devient aussi fin lorsqu'il y a aussi à ses côtés une femme qui est Paul, parce que la femme a joué un rôle extraordinaire. Oui, mais ce qu'elle dit en creux, donc elle était aussi tacticienne que lui. Elle était aussi tacticienne que lui, en fait. Non, moi, ce que je dis, j'ai eu la chance de rencontrer effectivement son épouse. C'est une femme remarquable, de caractère, mais là, c'est pas une femme politique. Non, moi, j'ai écrit sur des... J'ai pris le prétexte. J'ai pris le prétexte. En fait, c'est un prétexte. Claude dit, c'est un prétexte pour pouvoir raconter toute l'histoire contemporaine de nos territoires. Si vous voyez, si on regarde bien dans ce livre,
il y a des notes à la fois, il y a des références, il y a des sources bibliographiques. Oui. Je parle de la Convention du Morne Rouge, je parle de la Déclaration de Basse-Terre, je parle des engagements, la lettre à Maurice Thorez. Donc, c'est un livre qui s'est nourri à la fois de notre histoire et des événements Que tu as vécu. non seulement que j'ai vécu, mais qui sont vérifiables. Oui. Alors, c'est une démarche à la fois, je dirais, scientifique, de chercheuse, racontant un épisode politique. Oui. C'est précieux, c'est contemporain, précieux. racontant un épisode Politique, contemporain oui. sur des bases scientifiques, sur des réalités. Et des faits. Et voilà. des faits. Oui. Et des faits. Donc, pour le rendre... Alors, le ton, effectivement, est surprenant. Parce que... C'est vivant, c'est vivant. Voilà, je n'ai pas voulu faire un livre... C'est pas un livre historique, j'ai Non. pas envie de dire, en telle année, voilà, monsieur un tel a fait ça, monsieur Mais tu n'es pas ça. historienne non je ne suis plus. pas Tu n'es historienne, historienne. je suis civilisationniste. Et ça, c'est important à savoir. C'est l'étude du citoyen dans la cité. Oui. Et la cité, c'est quoi? C'est à la fois l'économique, c'est le politique, c'est le culturel, c'est le Oui. patrimoine, etc. Donc, cette formation universitaire m'a amené à écrire ce livre parce que je trouve qu'il n'y a rien de façon contemporaine. On n'a Il y a pas rien. d'éléments Non, contemporains. très peu. Et puis, je me suis octroyé le droit de prendre un ton un peu Et puis ça parle du particulier. pouvoir en fait. Ce qu'il y a là, c'est un livre sur le pouvoir, donc de l'intérieur. Et j'avais envie de te dire, bon, on parle de Claude Lise, tu vois, on parle de Claudie, mais ça pourrait être n'importe qui. C'est pour ça que je parle de monarchie républicaine. Au niveau national, effectivement, le président, les ministres, dans les ministères, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau de l'ACTM, j'imagine, enfin je pratique pas, mais j'imagine que c'est monsieur président, etc. aussi. Au niveau des mairies aussi, monsieur le maire, des fois les maires qui parlent d'eux à la troisième personne aussi. Oui. Et puis, donc, ils sont dans leur tour d'ivoire. Et puis, en attendant, et je vais plus loin dans ma critique, en creux, une petite critique, le peuple regarde ça de loin aussi, avec l'abstention, etc. Bon. C'est tellement juste ce que tu dis, c'est que j'ai eu l'occasion sur le livre Président, Le bleu te va bien, de faire 2 conférences en France. Oui. Jamais j'en ai pu faire une ici. Ton ton est tellement libre qu'à mon avis... était trop libre. Oui. Alors que l'appréciation, effectivement, des différents, de ceux qui ont organisé, m'ont dit, mais cet individu-là, on peut le retrouver dans Partout. n'importe quel coin du monde. C'est l'archétype. En fait, c'est l'archétype de l'homme politique Exactement. de pouvoir. Et c'est pour cette raison que l'Harmattan l'a classé en sciences sociales. Ça Sciences m'étonne pas. sociales et sciences politiques. Oui. Parce que c'est des intrigues. Alors, voilà. Donc vous avez compris qu'on vous invite à vous le procurer. Moi, je l'ai lu en ligne parce que je me suis procuré donc par Internet. Donc je l'ai acheté en ligne. Jingle, focus, on parle d'autre chose. Quoique. Vie explosive. Le temps passe vite. Dans Focus, je vais vous parler de 2 choses. On va rester dans le domaine politique avec ces images qui nous viennent de Lampedusa. Donc Lampedusa, c'est une île italienne en Méditerranée qui est le premier point d'entrée des migrants. Alors, il y a quelques jours, au moment où nous enregistrons cette émission, ça fait quelques jours qu'à Lampedusa, donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, se sont retrouvés parce que Lampedusa est à nouveau prise d'assaut par les migrants. Et en une semaine, à partir du 11 septembre, pendant toute la semaine, il y a eu 11 000 migrants. Donc, ils sont face à quelque chose, vraiment une vague, entre guillemets, parce que ce mot peut être utilisé à des fins plus ou moins avouables. Mais voilà, cette petite île qui compte quelques milliers d'habitants en temps normal, eh bien, se retrouve, 6 300 habitants, très précisément en temps normal, se retrouve donc avec cette vague de migrants. Donc là, il y a une politique qui est affichée, à la fois de la part du gouvernement italien et de la présidente de la Commission européenne, qui est la politique de fermeté, en fait, qui dit, voilà, il faut arrêter ça. Et c'est vrai que l'Europe cherche des réponses à cela, et le gouvernement italien dit il faut qu'on soit sévère. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette actualité, Denise? Est-ce que Non, pas tellement. Arlette? Bien sûr. Bon, effectivement, je crois que tu as déjà tout dit. Cette question-là ira, ça ne va pas s'arrêter demain. Non. Et ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc, on découvre là aujourd'hui que il y a pas, à cause de ce flux un peu plus fort que tous les autres, et tout le monde s'en inquiète. Mais il faut, je crois, regarder de façon sérieuse et globale. Et aller au fond des choses. Oui. Puisque ceux qui vivent là, peut-être, ne trouveront pas ce dont ils ont besoin par rapport à cet afflux massif
de personnes qui tu viennent. parles des habitants de Lampedusa? De Lampedusa. Oui. Ils vont dire, bon ben, de toutes les manières, si c'est un gâteau qui était là, il sera divisé. Non, c'est pas ça qu'ils disent, parce que Lampedusa, c'est comment dire, c'est un passage. En fait, il reste pas à Lampedusa. Il ne reste pas. Non, Lampedusa, c'est une île touristique, sauf que bon, il y a un afflux, il y a eu 11 000 personnes en une semaine, ça continue, et ils veulent aller en France, ils veulent aller en Angleterre, etc. Sauf que la réponse, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que Van der Leyen dit, bon, la réponse doit être européenne, mais elle dit la réponse doit être une réponse de fermeté aussi. En fait, c'est ça. De fermeté, il faut être sévère. Alors, et le gouvernement italien va plus loin puisqu'il impose aux ONG de débarquer les migrants après un sauvetage. Donc ça, il va falloir observer ça de la même façon qu'en Manche, il y a eu effectivement des... Enfin, d'ailleurs en Méditerranée, la Méditerranée, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Donc, on voulait... Enfin, moi, j'ai retenu cette image de 2 femmes. Donc, on va suivre cette question-là, comme on suit d'autres questions, l'Iran notamment ou l'Afghanistan. Je voulais vous montrer d'autres images, cette fois à travers une bande-annonce. On regarde la bande-annonce et puis je vous dis 2 mots de cette bande-annonce. اللي فهمته من الفيلم اللي مش يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين آخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روز. ألفة عندها 4 بنات. 2 الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على 2 ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. اما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبة عليك تنجمش تعملهم. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، نبداو نبرشوا في الجروح نتاعنا. أكسيون. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم. طب بدني ملكي يعني ما انا ملكي من جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ او كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. اي تو شنو الغلطه في هذا سامحني شنو يا انت قالت لك طفل باسني انت ما بوستش فيهم كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالث. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فينا احنا الكل. اختك وين ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات اي. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنت ألفة. Alors moi, je l'ai vu ce film hier, donc malheureusement, c'est le genre de film qui ne reste pas très longtemps au cinéma. Donc il y avait cette semaine, au moment où on enregistre, il y avait cette semaine 2 séances, donc je l'ai vu une après-midi à 14h. Il est extraordinaire. C'est un film étonnant, bouleversant, j'en parle, j'ai la chair de poule. Donc c'est l'histoire d'Olfa qui a quatre filles et qui dit dans le film qu'elle déteste les filles parce que dans sa famille de génération en génération, le sort des filles est un sort qui n'est pas enviable et on peut comprendre pourquoi. Et donc ses aînées, donc Rama et Gofran, partent faire le djihad. Et elles ont été condamnées d'ailleurs en janvier 2023. Il y en a une qui a eu un enfant, et puis les cadettes restent. Et en fait, ce qui est particulier dans ce film, c'est que, donc, on le voit avec la bande-annonce, il est interprété par des comédiennes qui jouent le rôle des absentes, mais aussi d'Olfa, la maman, qui, pour des raisons parfois de dureté des scènes ou d'émotion, ne peut pas jouer les scènes. Donc il y a une comédienne qui joue son rôle, et puis donc les 2 cadettes, donc Eya et Tessir, jouent leur propre rôle. Ce film est bouleversant sur la place des femmes, sur les relations entre les femmes, sur le rôle d'une mère, comment la mère, parce qu'elle est très dure avec ses filles. Enfin voilà, si vous avez l'occasion de voir, tu l'as vu ce film? Non, je ne l'ai pas vu, ce sera avec plaisir. J'aurais bien aimé le voir. Il faut le chercher et puis peut-être aller voir Madiana. Enfin, Madiana l'a passé cette semaine, peut-être qu'il va rester, mais il est extraordinaire ce film parce qu'il est entre le documentaire et la fiction. Et en plus, d'autant plus, j'ai été frappée parce que malgré toute l'histoire douloureuse, il y avait des éclats de rire. Oui, mais il y a des choses extrêmement violentes en fait. Au-delà même, si tu veux, du départ des aînés. Au-delà de ça, il y a des choses vraiment qui intéressent les cadettes notamment, qui sont extraordinairement douloureux et très 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 pénibles. Mais il y a quand même du rire malgré la violence de la mère. Malgré la violence de la mère. Voilà, donc les filles. Et puis je voulais juste signaler. Donc on a vu la réalisatrice, donc Kauter Benania, et c'est produit par quelqu'un que j'ai connu, je vais pas me cacher, Nadim Chekroua. Donc vraiment un bijou, ce film, allez le voir, voilà. À Madiana.
À Madiana ou ailleurs, mais je ne sais pas s'il va rester à Madiana. Donc, on fait un petit coucou aux responsables de Madiana. Si vous pouvez le laisser, peut-être qu'il y aura du monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jingle, mot de femme. Voilà, on continue notre discussion. On est parti donc en Tunisie avec les filles d'Olfa, mais on revient en Martinique avec, quoique, on revient en Martinique, on va partir. Vie explosée d'Arlette Bravo-Prudent. On va y venir, Arlette, dans deux minutes. Denise, donc on a vu ton parcours extraordinairement riche de politique, d'engagement citoyen, mais explique-nous pourquoi tu arrêtes l'association alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu sais, il y a eu d'abord la crise sanitaire. Oui. Qui a fait connaître une chute des adhésions. L'association vit, ses ressources principales, ce sont les cotisations des membres. Ces cotisations ne sont que de 30 € par an. Pas par an. Et puis 30 € par an. Bon. Et tu avais des subventions quand même. Lorsque tu as une subvention, lorsque tu as présenté un programme, l'association a connu 2 années de fermeture avec le départ en maladie d'une salariée. Puisqu'on n'a qu'une salariée, on n'a pas la possibilité d'en avoir plusieurs. Donc, tu ne présentes pas des activités suffisamment riches pour que le ministère t'accorde les 2800 € de subvention annuelle. Tu n'as pas pu présenter un programme d'activité comme il te demande, activité visible. Et puis, bon, eh bien, quand tu n'as que 27 adhérents pour l'année 2022 et que tu as eu 23 adhérents pour l'année 2023, 22-23, eh bien, 47 adhésions, ça ne permet pas de couvrir les frais lorsque l'on sait que la photocopieuse que nous avons louée, ça fait 2875 € pour l'année. Pour l'année, tu as un loyer de 700 € et puis les frais, les autres frais autour, tu ne peux pas fonctionner. Et la situation de l'association, c'est quoi c'est complètement une situation financière obérée. Cette situation ne permet pas à une association. Et l'expert comptable qui a vu ça, il a dit, bon, si vous avez déjà 12 000 € à débourser là pour cette année 2022, vous n'avez que 27 adhésions, ce sont des frais. Bon, et puis l'autre, vous avez déjà au mois de juillet 9 000 € à débourser alors que tu n'y as rien qui rentre, eh bien, un comptable, l'expert comptable te dit il faut fermer vite, il faut fermer cette association qui ne peut pas continuer à fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner sans argent. Arlette, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je trouve que c'est vrai que le système impose qu'il y ait des plans d'activité. Pour subventionner, il faut avoir un plan d'activité. Tout à fait. Mais au-delà de ça, il faut quand même s'interroger sur l'intérêt d'une telle association et voir dans quelle mesure on peut... Le rôle qu'elle a joué, parce que je crois que cette association a joué un rôle indéniable, surtout au niveau des plus défavorisés. Éducation et formation des masses. Voilà. Et je trouve que c'est regrettable. C'est regrettable. C'est vraiment très, très triste. Et peut-être que, bon, des collectivités, une collectivité majeure pourrait s'attacher à considérer la question. Oui, mais en même temps, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Elle joue un rôle, elle a joué un rôle. Mais est-ce que tu m'as dit 21 adhérents, 23 adhérents, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les gens se désintéressent des propres... Enfin, non. Au niveau du fonctionnement de l'association, se désintéressent de cette question-là. Non, ce n'est pas que les gens se désintéressent. J'ai dit qu'il y a une longue fermeture de 2 ans. Oui. Depuis 2020, donc il aurait fallu qu'il y ait plus de temps. C'est fermé. D'accord. Je ne peux pas venir adhérer. Je ne peux pas venir présenter un dossier. Je ne peux pas venir. Donc ceci, cette longue fermeture, plus déjà la crise sanitaire qui avait obligé la fermeture sporadique, etc. Et puis 2 ans, tu ne travailles pas, eh bien, c'est normal que les gens ne viennent pas. Les gens ne vont pas renouveler une cotisation, alors qu'ils ont un dossier chez toi, tu n'as pas pu leur répondre sur le dossier qu'ils ont déposé. Je comprends très bien ce qui est dit, c'est qu'il n'est pas question, enfin, à mon sens, de financer une association qui a mal géré ou qui s'est retrouvée dans des situations, pour X raisons, se retrouve pratiquement en faillite.
Là, il y a des éléments qui sont quand même palpables. Oui, objectifs. Objectifs. Il y a une crise. Il y a eu le départ d'une salariée pour maladie, mais il fallait continuer à vivre. Il y a des charges fixes. Il y a des charges fixes qui sont... Il y a eu cette pandémie qui nous a frappés de plein fouet. Et qui a arrêté tout. Qui a arrêté tout. Il y a les gens maintenant, il y a des priorités. Oui. Vous connaissez le pouvoir d'achat, comment il y a des répercussions sur le pouvoir d'achat. Donc il y a des priorités. Donc il y a forcément moins de cotisants. Donc c'est pour cette raison que je me dis que compte tenu de la situation exceptionnelle et de l'intérêt des actions menées par cette association, d'utilité publique, peut-être, je ne suis pas, peut-être qu'il serait intéressant que nos représentants des collectivités. J'ai sollicité également les collectivités. Qu'est-ce qu'elles te disent? J'ai sollicité des collectivités. Qu'est-ce qu'elles te disent? Anciennement, tu parlais tellement bien de Claude Lise. Eh bien, du temps où il y avait Claude Lise au Conseil général, je recevais une subvention du Conseil général. Et puis, ça a disparu, c'est fini. Bon, ensuite, j'ai sollicité. J'ai eu l'ancienne CTM m'avait accordé aussi une subvention pour pouvoir fonctionner. Parce que si tu n'as pas ça, les 30 € que te donne le cotisant ne suffisent pas. Alors donc, c'est difficile. Mais j'ai sollicité pour, par exemple, l'acquisition d'une photocopieuse. Parce qu'il faut tout le temps photocopier. Alors la nouvelle, est-ce que tu as... Mais bien sûr, les collectivités là, actuelles, CTM actuelles. On m'a dit non, c'est difficile, on ne peut pas, parce qu'il y a d'autres priorités. D'accord. C'est vrai que toutes les collectivités sont en situation délicate. C'est clair, c'est clair. C'est vrai, et puis il faut comprendre. Et maintenant, Madame la directrice de la concurrence répression des fraudes, elle me dit, mais non, Madame Marie, on va essayer de vous trouver de l'argent. Je vais en parler à Monsieur le Préfet, je vais en parler au ministère, etc. Je vais en parler à tout le monde. Donc on va t'en trouver des solutions. Ils vont trouver une solution pour me donner des financements. Mais bon, quand j'ai annoncé ça le 22 décembre 2022, le 26 décembre 2022, à la direction de la concurrence, il m'a dit, Madame Marie, je vais vous aider, on va vous aider. On va trouver des solutions. Mais oui, l'argent, il faut aider avec de l'argent. Donc là, c'est... Alors donc, c'est fini. Non, mais il fallait que je libère les lieux. Oui. Parce que je ne peux plus payer le loyer de 700 € mensuel. Mais il y a des dettes alors, j'ai compris. Non, il n'y a pas de dettes, c'est réglé. J'ai payé. D'accord, et là, tu as fini, il n'y a plus moyen de te ramener à la présidence. Il y a des amis qui m'ont aidé, j'ai payé mes dettes. D'accord, il n'y a plus moyen de te ramener là. Non, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé de continuer d'une autre manière. Je peux toujours continuer, par exemple, au niveau hospitalier, j'ai dit, puisque je suis membre du conseil de surveillance, je suis membre du conseil des usagers du système de santé. À ce moment, je vais travailler. Mais là, il y a aussi à faire, non? Il y a beaucoup à faire. Système de santé. Bon, alors, il n'y a pas que ça. Il y a également que je siège à la commission de surendettement des ménages comme commissaire. Eh bien, je vais continuer à aider, à ce niveau-là, à voir comment on peut trouver un juste milieu pour les personnes qui se trouvent en situation de surendettement, pour voir si on ne peut pas aller à un effacement de leurs dettes. Donc, il y a toutes ces choses que je pratique et que je continue à pratiquer, même s'il n'y a pas un siège pour accueillir les gens. Mais il ne se gêne pas pour m'appeler. Madame Marie, dernièrement, je prenais l'avion et quand j'ai vu venir un policier, un gendarme devant moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ma fille me dit, mais maman, allons. Elle me dit, mais non, la dame veut parler à madame. C'est bien Madame Marie. Je veux parler à... J'ai dit, pourquoi on va m'arrêter à l'aéroport? Elle me dit, Madame Marie, c'est un petit problème que j'ai, que je voulais vous signaler. Tu fais des consultations en plein aéroport. Alors, moi, je voudrais maintenant parler de... Merci en tout cas pour ces témoignages. Donc on a bien compris que tu seras là et que les gens vont continuer à te solliciter. Vie explosée. Elle a ça en elle. Elle a ça en elle. Elle ne pourra pas. Elle a ça en elle. Parce que je lui ai posé la question. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question. Je lui ai posé la question. Pourquoi elle y va? Pour aider les gens. Toi, tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi tu fais autant de choses? Parce que j'estime que c'est dans ma démarche, c'est une démarche, je dirais, humaniste. Hein. Quand je possède quelque chose, quand je maîtrise quelque chose, je veux faire partager. Parce que je suis persuadée que nous avons notre contribution à la richesse de ce monde, au développement du monde. Il faut que l'on puisse non pas rester dans notre, je dirais,
calebasse de notre île, dans la calebasse de notre île, il faut qu'on puisse s'en sortir parce qu'il y a des gens de grande valeur dans ce pays. Oui, il y a des gens qui ont des compétences insoupçonnées. Il y a des gens qui ont des valeurs. Et ces valeurs sont universelles. Entre autres, l'entraide, la solidarité, la tolérance, le partage de la connaissance. Donc c'est vrai que, alors juste avant d'arriver à ce livre, mon premier livre, ça a été que ça s'appelait Regard croisé sur la Dominique et Sainte-Lucie, ma Caraïbe anglophone, c'est inconnu. Pourquoi? Parce que nous parlons tout le temps de nos frères caribéens, mais nous ne les connaissons pas. Donc je me suis dit, puisque j'avais eu la chance de faire une thèse sur la Caraïbe insulaire anglophone, entre identité, mondialisation et développement, je me suis dit, quelques années après, pourquoi ne pas utiliser toutes ces connaissances, toutes ces informations, mettre à disposition des gens de la Caraïbe et d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait ce petit livre. J'ai retravaillé l'écriture pour qu'il soit accessible, agréable, mais en donnant toujours ces sources bibliographiques, ces repères. Vous êtes dans la transmission, dans l'échange, dans la relation. Et là, donc, c'est un exemple de relation, mais qui est effectivement de relation au monde, quoi, de relation comme si tu es un être humain connecté au cosmos, j'ai envie de dire. Parce que Vie explosée, ça parle de Erwan, qui est un, comment tu dis ça, mon Dieu? Un parfumeur, c'est un parfumeur, voilà, je cherchais. Un parfumeur, d'ailleurs, quand je pense à lui, je pense au parfum, mais bon, c'est rien. Un parfumeur hors norme, qui a connu un attentat, et qui chaque fois, enfin, donc il y a une commémoration d'attentat, chaque fois revit l'attentat que lui-même a vécu. Donc ce sont des choses qui nous emmènent donc à Paris en janvier 2015, à Paris en novembre 2015, mais aussi au Nigeria, etc., etc. Et donc, mais c'est un livre qui ne ressemble absolument pas aux deux autres, et notamment au président dont on vient de parler. Ce sont des portraits. Pourquoi? D'où vient Vie explosée? D'où vient cet ouvrage, Arlette? Alors, tout simplement parce que je crois il y a quelques années, on va dire, la mort a toqué à ma porte. Et là, j'ai compris l'importance de la vie. C'est paradoxal. C'est grâce à la mort de quelqu'un qui m'était très, très, très cher, j'ai compris l'importance de la vie. Et je me suis dit que la vie, c'est un patrimoine universel qui doit être protégé, qui doit être sauvegardé. C'est ce que nous avons en commun au monde. Nous partageons cette vie. Et donc, quand il y a eu le premier attentat de 2015, j'étais comme beaucoup très, très, très affectée. 7 janvier 2015. 7 janvier 2015, c'était l'attentat de Charlie Hebdo. Je n'ai jamais apprécié Charlie Hebdo, mais j'estime que pour un coup de crayon, pour une idée, on ne peut pas massacrer ainsi des gens. Donc, ça a été la révolte. Et j'ai écrit « Je suis Charlie ». Puis j'ai laissé ça. Et puis, il y a eu d'autres attentats. Et celui de Barcelone, je me suis interrogée pour celui de Barcelone. C'était le 17 août 2017. Parce qu'il y avait en même temps la question de l'indépendance de la Catalogne. Et j'avoue que je ne connaissais rien sur le plan historique au niveau de ce pays. Et j'ai essayé de comprendre. Donc je me suis mise à faire des recherches, à écrire des choses sur la Catalogne, sur Barcelone. Et puis, comme ça. Et quand il y a eu d'autres attentats, il y a eu celui de la Belgique, parce que j'étais passée en Belgique, je connais cet aéroport. 22 mars 2016. 22 mars 2016. Donc j'avais des informations, et à chaque fois, ce qui me blessait, ce qui me heurtait, et même ce qui me révoltait, c'est que l'on parlait beaucoup de ces assassins, et on parlait peu des victimes et de leur vie. On donnait des chiffres, et je me suis attelée. Donc après, il y a eu New York, un attentat à New York. Il y a eu Manchester le 22 mai 2017. Il y a eu attentat du Nigeria 29 juin 2014. Attentat de Nice 14 juillet 2017. Attentat de New York 31 octobre 2017. Attentat Stade de France Paris, café, restaurant Bataclan 13 novembre 2015. C'est pour ça ton titre, Vie explosée. Donc, Vie d'explosion, c'est attentat. À partir de ces attentats, je voulais que le curseur
que la lumière puisse se porter sur les victimes. Sur les vies de ces victimes, de ces gens qui ont péri injustement. Aucune raison ne justifie que l'on massacre ainsi des gens. Je voudrais juste, et tu vas nous expliquer comment tu as fait, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, donc, mais lire, parce que c'est l'hommage que tu rends à toutes ces vies, en fait. Comme tu dis, on parle des assassins, des meurtriers, on ne parle pas des victimes. Page 44. 29. Joanne, VS, 58 ans, conseiller juridique belge au service public fédéral belge de mobilité et transport, se vantait de ses missions pour les transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviales et aériens. Il affectionnait la vie, le jardinage, la photographie, la cuisine, le saxo et pratiquait le yoga. Sa compagne explique avec ses mots à elle la philosophie de vie de Joanne à partir d'un de ses clichés. Il y a l'avant-plan et l'arrière-plan, il y a la lueur et les ténèbres. Voilà. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Tu as procédé comment? Tu es allé chercher où ces informations? Alors, c'est 5 ans de recherche. 5 ans de recherche à partir des témoignages que j'ai trouvés dans la presse, à partir de certains reportages, à la fois télévisuels, à partir aussi grâce aux journaux régionaux. Les journaux régionaux foisonnaient d'informations. Donc, et puis aussi les journaux étrangers. Parce que contrairement à ce que l'on pense, quel que soit le lieu de l'attentat, sauf quand ça se passe en Afrique ou en Afghanistan, mais beaucoup de médias, surtout les médias étrangers, parlent de ces attentats, mais des répercussions sur la vie, sur les auteurs. Donc j'ai trouvé pas mal d'informations au niveau des journaux anglais, des journaux américains, sur aussi en Argentine, tout simplement parce que l'attentat de New York, il y avait quand même 5 potes de l'université qui, à 20 ans, avaient décidé de faire, quand ils seraient grands, qu'ils seraient majeurs, installés, de faire un super voyage à New York. Et ils décident, donc il y a sur les 8 qui sont morts, il y en a 5. Donc j'ai voulu que ces vies-là puissent ne pas mourir une deuxième fois. Alors c'est vrai qu'on me dit, mais enfin pourquoi une Antillaise écrit sur ça? Et pourquoi pas? Parce qu'une Antillaise vit dans le monde. Je suis moi, une citoyenne du monde. Mais pourquoi rester dans la calebasse de Lille? C'est quoi ça? Tu as signé à résidence, non, je ne suis pas assignée à résidence. Donc j'ai estimé que j'avais mon mot à dire, que je devais le faire. Parce que j'estime que... Tu es une terrienne. Je suis une terrienne et j'estime que la vie, pour moi, c'est un patrimoine universel de l'humanité. Vous avez dit la même chose. Tout à fait. Et à 5 minutes de la fin, je vais vous poser une question qui est la même. L'homme, je voudrais que vous parliez d'un homme. L'homme qui vous a le plus influencé, l'homme qui vous a marqué, l'homme qui est important dans votre vie, qui a été important. Denise, on commence par toi. Un homme qui m'a influencé? Qui t'a marqué. Je dis influencé. Je formule ma question comme ça, mais l'homme dont tu voudrais parler. On a parlé de nous, on a parlé de vous, on a parlé des femmes, quoique dans ces vies explosées, il y a beaucoup d'hommes. L'homme dont tu voudrais parler. Je te laisse réfléchir? Oui. Arlette. Alors, si tu permets, je vais prendre et je vais parler d'un homme que je ne connais pas. Qu'elle a écrit. Oui. Je vais parler d'un homme que je ne connais pas et vous allez voir. Alors, il faut que je retrouve. Tu peux donc continuer. Vas-y, alors Denise, elle cherche. L'homme. Tu sais qu'ici, des fois, les femmes parlent de femmes, hein, donc tu as le droit. Elle cherche. On parle de femmes. Non, mais l'homme, à qui tu veux, la personne qui t'a influencé, la personne sans qui tu ne serais pas la personne que tu es. Alors, moi, je pourrais dire Aimé Césaire. Oui. Pour ses écrits, pour son engagement, pour son humanité. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu très tôt Discours sur le colonialisme, Retour Cahier de retour au pays natal, ça a été pratiquement et c'est ce qui m'a éclairé, qui m'a donné envie de participer à ce mouvement de l'humanité. Voilà. Ça, c'est Aimé Césaire. Parce que pour parler de quelqu'un qui était chez lui, mais aussi qui vivait au rythme du monde, on peut parler de Césaire, qui n'était pas enfermé. Voilà. C'est l'homme. Pour moi, ce serait celui-là. Le costume bleu allait si bien, dont elle a parlé, Claude Lise. Ah, tu lui rends hommage? Ah oui. Pourquoi alors? Parce que tu as dit qu'il te donnait les subventions, enfin que le Conseil général te donnait les subventions, mais je suppose que c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour les subventions. Non, mais c'est mon côté tac. Non, parce qu'elle disait tout à l'heure des choses de Claude Lise, mais j'ai vu que c'est surtout un homme d'écoute. Parce que Claude Lise se plaît à écouter
beaucoup écouter avant de pouvoir s'exprimer. Il écoute beaucoup. Et les gens vont vers lui avec une sorte de sympathie, de truc. Donc, c'est un homme très abordable. C'est ton expérience de lui, en tout cas. Je trouve que c'est un homme bien. Et lorsque je vois chez lui des bibliothèques et qu'il dévore ça dans les nuits, je dis bravo, Claude. Tu as trouvé? Oui, alors j'ai Arlette, trouvé. vas-y. Alors j'ai dressé 309 portraits. Oui. Hein. Sur les 309 portraits, il y en a 2 qui m'ont marqué. Nicolas C., 37 ans, habitait Daumont, à 20 km du nord parisien. Un homme imposant, paré d'une bonhomie rassurante. Un amoureux du bois qui avait laissé son boulot d'employé de magasin de bricolage pour celui d'artisan menuisier dans son propre atelier. Un fou du rock qu'il appréciait en symbiose. Pour le concert des Eagles of Death Metal, il ne pouvait être que dans la fosse avec sa compagne et ses amis. Face à la mitraillette des assassins visant ses proches, il n'a pas hésité à se faire bouclier humain pour éviter les balles à ses compagnons. Bataclan. Nicolas, l'homme simple, ordinaire, était devenu un héros romanesque. Mais putain, comme elle sonne juste la pensée d'Albert Camus. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau, ni plus édifiant que le nôtre, mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin. Sacré super-héros, va. Depuis le 13 novembre 2016, dans les jardins de la mairie de Daumont, un square, rien que pour lui, affiche son prénom. Mon Dieu, ça c'est bien. La jingle, Bravo, le mot bravo. de la femme. Allez, bravo. En tout cas, bel hommage. Bel hommage. Vous savez qu'on est arrivé... C'était émouvant de travailler C'est sur très- ces vies et c'est émouvant de le c'est lire. très, très- Je sens que c'est très Elle a émouvant. bien ouais. choisi l'homme qu'elle a présenté. En tout cas, il nous reste à peine 1 minute. Le mot de la forme, le mot de la fin, Denise, ce serait quoi pour finir cette émission? On a passé Eh bien, 52 minutes ensemble. Je suis vraiment très heureuse d'être ici sur ce plateau, mais surtout d'avoir face à moi une femme. J'ai senti d'une très grande sensibilité également, mais d'une très grande culture, parce que son parcours m'inspire, mais maintenant que je suis octogénaire, je ne pourrais pas du tout essayer de marcher sous ses pas. C'est dommage, mais si je l'avais connu avant et j'étais plus jeune, je le ferais. Puis moi, je marcherai sur tes pas, Denise. Je voulais simplement dire que je te remercie infiniment pour donner cette chance à la fois de retrouver Denise que j'avais rencontrée un peu hâtivement, mais surtout pour dire, et là tu en attestes, pour dire que les femmes, effectivement, portent la moitié du monde. Je dirais même plus que la moitié du monde. Et ce type d'émission le démontre bien. Merci. Merci beaucoup, Barbara. On n'a plus rien à rajouter. Déjà, on est hors temps. Merci Arlette, merci Denise d'être venue sur le plateau de Forme. Vraiment, ça et m'a merci à vous de nous suivre avec fidélité. Donc tous les mardis, 20h05 sur Zitata et en rediffusion. À bientôt, bye bye. On se retrouve avec d'autres femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Femme. 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 Femme.